Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les dernières heures de la visite d'État du président du Faso en République de Chine, Taïwan, ont été consacrées à des visites qui ont permis un partage d'expériences en matière notamment d'énergie solaire. Plusieurs activités politiques ont marqué ce week-end au Burkina. L'UNDD était à Léo, le Front républicain à Zignaré, des Sankaristes qui se retrouvent dans un front et le CDP qui retrouve ses militants qui avaient rejoint le MPP et l'UNIR-PS. Un Burkinabé était cette année en lice pour le prix Nobel de littérature. Il s'agit de Maître Titenga Frédéric Passéré, le créateur de la dendrologie, qui vient nous parler ce soir de cette expérience mondiale. Bienvenue au journal. Le Burkina veut s'inspirer de l'expérience de la République de Chine-Taïwan en matière de production d'énergie solaire. En séjour à Taipei, le président du Faso a visité l'entreprise Speedtech Energy qui propose une gamme variée de produits qui peuvent intéresser le Burkina. Blaise Compaoré a aussi visité le Musée national des sciences et technologies marines de Taïwan. Reportage de nos envoyés spéciaux Nicolas Zigani, Alidou Badini. Le président du Faso a visité les locaux de Speedtech Energy, une entreprise taïwanaise spécialisée dans la fabrication des composants et équipements de fourniture d'énergie renouvelable. Une entreprise qui a vu le jour en 2002. Le chef d'État et la délégation qui l'accompagnent ont été briefés sur un grand nombre d'articles variés fonctionnant à partir d'une plaque solaire. Lampadaires, ventilateurs, radio, plaques lumineuses de signalisation routière et bien d'autres gammes d'objets. Une technologie qui est un renfort pour le secteur énergétique burkinabé quand on mesure l'ampleur du déficit. C'est vrai que d'abord l'énergie c'est vital pour toute société et vous comprenez que nous avons beaucoup de préoccupations qui dépendent aussi du déficit d'énergie pour notre pays. Donc lorsque nous avions eu le contact avec cette société, nous avions déjà compris qu'il y avait dans ces innovations beaucoup d'intérêt pour le Burkina Faso. Et nous avons suivi effectivement la coopération qui s'est établie entre le Burkina et bien sûr la société, avec déjà des acquis pour l'enseignement primaire, mais aussi pour l'éclairage public, les possibilités qui sont larges. Et nous sommes revenus pour voir comment d'autres innovations permettent effectivement de tirer un grand profit de cette énergie solaire, surtout pour un pays comme le Burkina qui dispose de beaucoup de soleil. Donc nous sommes là pour encourager ces créateurs, mais aussi pour apprendre et voir comment nous pourrons exploiter cela au profit de notre société. Speedtech Energy intervient dans de nombreux pays en Amérique centrale, dans les îles Caraïbes et en Afrique. Au Burkina, elle est connue à travers ses nombreuses réalisations que sont l'éclairage public de certaines rues de Ouagadougou, l'installation de plaques solaires à la présidence et au ministère de l'Environnement et du Développement durable. En milieu rural, c'est le système d'adduction d'eau à partir des plaques solaires et le projet de distribution de lampes solaires à de nombreux écoliers qui font la fierté de l'entreprise. Elle entend dans les jours à venir renforcer la capacité de son usine d'assemblage à Ouagadougou avec une gamme variée de produits solaires à la bourse des Burkinabés. Le président du Faso a ensuite visité le Musée national des sciences et technologies marines, un musée avec des compartiments virtuels qui permettent de vivre et d'admirer les écosystèmes de la mer de Taïwan. Dans les salles d'exposition et les différentes galeries, l'on peut apercevoir divers objets utilisés il y a plus de 100 ans. Les explications du guide ont permis d'éclairer davantage les visiteurs du Musée national des sciences et technologies. Ils ont pu se faire une idée des vécus quotidiens des habitants de Taïwan à cette époque, les relations avec la mer, la pêche traditionnelle, les divinités massou, les croyances et rites pour chasser les esprits maléfiques de la mer. Ce musée a été bâti sur un ancien site thermique de Taïwan construit en 1937. Le président du Faso, avant de quitter le Musée national des sciences et technologies de Taïwan, a signé le livre d'or en ces termes. Je suis impressionné par la politique de cette exposition qui met l'île de Taïwan en relation avec la société marine.
retour chez nous. Le Front progressiste sankariste est né. Il regroupe le Conseil national de la Révolution Mouvement sankariste, le Front des forces sociales et l'Union pour la Renaissance Parti sankariste. Le congrès de l'Union sankariste qui s'est achevé hier a examiné le projet de statut et de règlement intérieur devant régir le fonctionnement du nouveau front. Reportage Yolande Lompo. Pour les combats présents et futurs, désormais les militants sankaristes parleront le même langage à travers la naissance du Front progressiste sankariste FPS. En présence des représentants des différentes formations politiques et du chef de file de l'opposition, les 45 membres du bureau exécutif national ont été présentés aux militants lors de la clôture du congrès de l'Union des sankaristes. Norbert Michel Tiendrebego a été désigné vice-président et le président du FPS n'est autre que Maître Benewende Sankara. Personne ne vendait cher l'union envisagée. Les sankaristes se sont tellement livrés en spectacle comme des chiffonniers que certains étaient devenus frileux et méfiants quand on parle d'unité des sankaristes. L'ambition du Front progressiste sankariste sera de renforcer ce cadre organisationnel de l'opposition qui, de plus en plus, bénéficie de la confiance de la société civile et même du peuple tout entier. Et le Front progressiste sankariste en est un exemple, à l'instar de l'Union révolutionnaire du Faso UREFA qui est annoncée pour le 25 octobre 2014. Au terme de leur congrès, les militants ont réaffirmé leur engagement à poursuivre avec l'opposition politique et la société civile la lutte contre une éventuelle modification de l'article 37 de la Constitution. Rendez-vous a été pris le 15 octobre 2014 au cimetière de Danoué pour la commémoration du 25e anniversaire de la mort du capitaine Thomas Sankara. La première session régionale de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, s'est déroulée aujourd'hui à Léo, dans la Sicile. Rencontre autour du thème la sauvegarde de la paix par le respect de la Constitution. C'est une occasion pour renforcer les connaissances politiques des militants du parti. Reportage à Léo, Tuobom Evelyne Dabiré. Différentes interventions ont ponctué cette première session régionale de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Celles des jeunes, des femmes et du président des partis politiques amis ont toutes magnifié le rôle de l'UNDD dans sa quête du maintien de la paix au Burkina et ont réitéré leur soutien à ce parti. S'en ont suivi les allocutions des responsables du parti afin de préciser les objectifs de la session et les attentes de l'UNDD. Nous sommes venus rencontrer nos militants juste pour relater dans un premier temps les activités menées par le Front républicain et dans un second temps, essayer d'analyser la situation actuelle nationale. Pour nous, nous allons restituer ce que nous sommes en train de mener comme combat au sein du Front républicain. Vous savez, nous sommes les initiateurs, nous sommes coprésidents, donc il faut qu'on rende compte aussi à nos militants de notre participation à cette structure-là. Qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de faire, c'est très important. Parce que des fois, il y a de l'intoxication. Les gens disent ce qui n'est pas vrai. Mais les gens disent que nous, par exemple, nous sommes confondus au CDP, par exemple. Nous disons non. Nous sommes des alliés aujourd'hui parce que nous disons qu'il faut aller au référendum parce que c'est juridique. Puis des discussions avec les militants ont permis aux responsables du parti d'expliquer le contenu du thème de cette session qui est la sauvegarde de la paix par le respect de la Constitution. Cette session qui se tient en cette seule journée du 12 octobre a été aussi une occasion de sensibiliser les militants de l'UNDD contre la maladie à virus Ebola. L'UNDD, qui est partie prenante du Front républicain, était aussi sur le terrain hier à Zignaré. Son coordonnateur national adjoint chargé de la jeunesse a rencontré les jeunes militants de l'Ouvri-Tenga. Cette rencontre a permis de restituer les activités du Front républicain et d'échanger autour de la situation politique nationale. Théophile Zongo, reportage. Au cours de cette rencontre de Zignaré, la délégation du Bureau politique national de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, UNDD,
a expliqué aux militants les tenants et les aboutissants du dialogue majorité-opposition convoqué par le chef de l'État en vue de trouver un consensus aux différentes questions qui divisent la classe politique burkinabé ces derniers temps. Nous avons tourné à travers une caravane au niveau du sud-ouest. Nous avons rencontré les populations et le succès que nous avons rencontré au sud-ouest nous a donc conforté à l'idée qu'il fallait lancer ou relancer le dialogue politique. Le dialogue politique a échoué, vous le savez, et maintenant nous venons ici pour expliquer aux populations les tenants et aboutissants de cet échec. Entre autres propositions, il y a la possibilité d'interroger le peuple à travers le Parlement. Il y a la possibilité aussi d'interroger le peuple souverain à travers le référendum. L'occasion a été donnée au coordonnateur national de se prononcer sur la vie du parti qui se veut être un acteur de cohésion sociale et de paix. Comme vous le constatez, les populations ont entièrement adhéré à notre souci de préserver la paix et la cohésion nationale. Et nous croyons que nous avons réussi notre mission parce que tout part de là. Et vous les avez entendus, ils ont estimé qu'il fallait revenir au peuple souverain pour que la question qui est querellée soit tranchée. Venus des différentes communes de la cité de Naba-Oubri, les militants n'ont pas manqué de faire des recommandations pour un climat social beaucoup plus apaisé. Des militants démissionnaires du MPP et de l'UNIR-PS ont déposé hier leurs valises au CDP. Un retour au bercail salué de la manière la plus chaleureuse au cours d'une cérémonie à Ouagadougou. Les démissionnaires ont rempli, séance tenante, leur fiche d'adhésion au Congrès pour la démocratie et le progrès. Reportage Sié Sylvestre. Trompette et tambour battant, ce que le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, appelle ses enfants prodigues font officiellement leur retour au sein du parti d'où ils seraient partis. Ils s'estiment au nombre de 5 000 à travers le territoire national et disent provenir du MPP, de l'UNIR-PS et de l'UPR, des communes de Bobo-Dioulasso, de Banfora, de Pabré et de Ouagadougou. Et cette cérémonie d'accueil, organisée en leur honneur, était pour eux une occasion de faire acte de contrition devant les militants et responsables du parti par les voix de leurs représentants. Je n'ai pas prouvé que j'étais un militant du CDP avant, mais ce que je sais, c'est que j'étais un militant du MPP au bureau politique national. Et qu'aujourd'hui, je reviens et je viens d'être accepté par le SEN au CDP comme militant de base. Et je ne reviens pas au CDP pour une question de poste. Je reviens au CDP pour une question de conviction. Nous, on est prêts pour travailler, pour accompagner le CDP dans les programmes. Le développement, je pense que ça fait partie de nos ambitions. Ce n'est pas une question de poste. Nous, on est là, on n'a pas de poste, mais ça ne nous dérange pas de travailler avec le CDP. Séance tenante, des fiches d'adhésion au CDP leur ont été délivrées par le secrétariat exécutif national. Assurance leur a également été donnée par le secrétaire national adjoint chargé des mouvements associatifs qu'aucun acte de vengeance ou de règlement des comptes ne sera pris à leur encontre. Il est tout à fait normal qu'un être humain, et à partir du moment où il se rend compte que le choix qu'il a effectué n'est pas le bon, décide de revenir sur son choix et accepte humblement de rejoindre le parti qu'il estime être le mieux à même de porter ses espoirs. Donc c'est ce qui justifie simplement leur retour au sein du parti. Et nous, notre rôle n'est pas de les juger, nous les accueillons avec beaucoup de joie et de satisfaction. Nous avons été toujours un parti de tolérance, de paix et de pardon. Donc de ce point de vue, ils sont les bienvenus chez nous et nous sommes conscients que nous allons remporter de grandes et belles victoires ensemble dans les semaines et mois à venir. Le Congrès pour la démocratie et le progrès prévoit organiser d'autres cérémonies d'accueil des démissionnaires les jours à venir dans d'autres villes du Burkina. Dans le cadre de la célébration de la culture islamique, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO et le ministère de la Culture du Burkina ont convié des hommes de médias à un atelier à Lumbila. Au cours de cette rencontre, les journalistes ont bénéficié de plusieurs communications portant sur le traitement de l'information religieuse. Reportage à Zignare, Théophile Zongo. Dans un monde où l'intolérance religieuse gagne du terrain, il faut y faire face. C'est dans cette optique que l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO, dont l'un des rôles est de protéger le patrimoine culturel, a choisi de miser sur le traitement de l'information religieuse. Pour y arriver, cette structure a échangé à Lumbila avec les hommes de médias sur leur contribution au traitement de l'information relative à la religion. Au sortir de cet atelier, les journalistes sauront faire la distinction entre l'islam réel et ce qui n'est pas l'islam, et aussi avoir une vision tout à fait
particulière sur réellement la pratique religieuse comme l'enseigne non seulement le Coran, mais aussi les grandes institutions qui veulent travailler à valoriser cette religion comme l'ISESCO le fait à travers le monde entier. Pendant 2 jours, les journalistes et communicateurs conviés à cette rencontre ont bénéficié de plusieurs communications, dont celle portant sur l'éthique et les codes déontologiques du traitement de l'information. Toute chose qui leur permettra de mener à bien leur rôle de sensibilisateur sur les biens fondés de l'islam en tant que religion. Il faut dialoguer, il faut éduquer, il faut sensibiliser et pour que les différentes traditions et les religions puissent pouvoir en tout cas cohabiter parce que bon, vous savez, nous avons des traditions africaines, nous avons des types de religions qui n'admettent pas un certain nombre de choses, donc il faudra voir comment en tout cas autour de cela peut tenir la protection de ce patrimoine-là. Cette activité entre dans le cadre du programme des capitales de la culture islamique de l'ISESCO, dont Ouagadougou détient le mandat annuel de la période 2014 pour la région africaine. Bonsoir, Maître Titenga Frédéric Passeré. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de la RTV. Vous êtes le premier avocat du Burkina, le premier bâtonnier également. Mais derrière l'avocat, vous êtes avant tout un homme de culture, le fondateur du musée de Manéga, le ministre des Coutumes. Et vous avez également écrit de nombreux ouvrages. Et votre écriture s'intéresse également au langage des tam-tams et des traditions. Alors, qu'est-ce que l'écriture vous apporte et combien d'œuvres vous avez pu écrire depuis que vous avez embrassé cette noble carrière? Oui, je crois que l'écriture est partie du fait que j'ai commencé par être un acteur de scène. J'avais une troupe à l'école primaire de Koudougou, puis au cours normal, puis à l'école normale de Dabou et ensuite même en France. Ce qui fait que j'écrivais pour ma troupe. Et moi-même et les autres, on faisait une sorte de récital collectif, genre slam, etc. D'où donc l'écriture. Mes écrits, c'est parce que je me suis aperçu que la culture était en train de disparaître. Et je me suis aperçu que nous n'avons pas beaucoup de bases, de références pour les générations montantes. Ce qui fait que je me suis replié sur l'écriture pour faire des ouvrages. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je dois avoir écrit 60 livres portant sur près de 140 volumes. Certains livres, on en a, par exemple, les livres sur Ouagadougou, sur 800 pages. Ou mon dernier livre qui porte sur la dendrologie, nous aurons à revenir là-dessus, et il porte sur 1500 pages et en 4 volumes. Donc voici tout ce qui m'a poussé. J'ai voulu créer des bases, j'ai voulu figer des bases ou en tout cas apporter ma modeste contribution à la connaissance de la culture de mon peuple pour la construction du Burkina Faso et de l'Afrique à partir des valeurs cardinales de l'Afrique de tradition. Vous avez écrit une centaine d'ouvrages et vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. C'est difficile. Les gens disent qu'il faut bien que Maître Passeré se repose. Je vais me reposer, mais des docteurs disent que le jour où Maître Passeré se repose, on l'enterre. C'est-à-dire qu'à force d'écrire, ça me maintient. C'est de l'essence, c'est un vivier, c'est de l'essence pour vous. Voilà, c'est-à-dire j'ai toujours de quoi écrire. Et dès que je vois quelque chose, ça m'inspire pour autre chose. Alors, le prix Nobel de littérature 2014 est connu depuis quelques jours. Est-ce que vous connaissez l'homme et sa valeur littéraire, celui qui a été primé? Non, celui qui a été primé, j'avoue que je n'ai jamais même entendu son nom. Donc, alors, il s'appelle Patrick Mondiano, oui, il est voilà. français. Oui, c'est tout ce que je peux dire par le nom que vous donnez, mais je ne le connais pas. Et voilà tout. Et c'est une surprise que ce monsieur qui est inconnu du monde littéraire soit primé par le comité Nobel? Non, c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas un littéraire de formation, mais plutôt un avocat, un juriste, et je ne connais que les juristes et tout. Alors, ce qui fait que les grands auteurs littéraires, j'avoue ne pas les connaître. Surtout que quand moi, j'étais à l'école, même jusqu'au cours normal, à l'école normale, nous n'avions rien de la littérature africaine. Les Senghor n'étaient pas encore enseignés. Et je quitte pour la France. Et pendant évidemment tout mon séjour, personne ne peut parler de la littérature africaine. Ce qui fait que, du fait que je me suis orienté plutôt en droit, et mes lectures, c'est du droit,
Ma formation, la base, c'est la culture des traditions, les tam-tams, les flûtes et autres. Et quant aux auteurs, excusez-moi l'expression, modernes, surtout des autres pays, je ne dis pas que c'est secondaire, je les respecte tous. Mais je veux dire que ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est moi-même et la culture de mon peuple. Alors votre nom, maître, a été cité parmi les candidats au prestigieux prix 2014. Qui a porté votre candidature? Je crois qu'il faut que je remonte un peu dans le temps. Et j'ai commencé à écrire en 1976 par 3 ouvrages qui sont sortis, Revenons sous le Sahel, Satire sous le Sahel, Quand s'en vont les grues couronnées. Et dès octobre 1976, le président Senghor m'a adressé une lettre et c'est par là que j'ai su que ma plume était belle. Et j'ai continué et un jour, le président de l'association des écrivains de langue française est arrivé à Ouagadougou. Il est venu dans mon bureau, j'étais surpris. Il dit, vers 1978, Maître Passeret, je me suis dit que si un jour je venais en Haute-Volta, c'est de la Haute-Volta, à l'époque où j'étais Burkina Faso, je l'ai tout fait pour vous rencontrer. Vos œuvres de 1976, nous les avons eues en 1977 et on a fait plus de 5 tours de table sur les 2 derniers auteurs. En définitive, vous ne l'avez pas eu. Donc je vous demande de ne pas vous décourager. En fait, la personne qui a reçu le prix, c'est une femme. Elle était d'un certain âge et on s'est dit qu'elle n'allait plus écrire un livre. C'était d'ailleurs son premier ouvrage. Et il me dit, ne vous découragez pas. J'ai dit, mais monsieur le président, je ne suis pas découragé pour une simple raison. Je ne savais pas que j'avais des œuvres qui ont participé. C'est donc mon éditeur qui a envoyé, et même sans me prévenir. Et je lui ai dit, bon, maintenant que je sais que mes œuvres valent quelque chose, je m'y mets. C'est le président Robert Cornevin, à l'époque secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et je me suis mis à écrire, et en 1982, j'ai fait sortir ces 2 livres, à savoir Refrain sous le Sahel et Quand s'envole, Poème pour l'Angola. Alors, ce sont ces livres qui ont remporté le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire, et ce prix, c'est le plus grand prix littéraire au sud du Sahara. C'est le prix qu'on appelle le Goncourt africain. Mais après la proclamation, on s'est aperçu que depuis que le prix existe, aucun poète ne l'a eu. On n'a distingué que des romanciers, nouvellistes et tout. Et donc le président, il était absolument étonné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le soir, il m'emmène sur les bords de la Seine, je me rappelle, dans un grand restaurant, une place complètement encerclée, des banderoles et tout. Je m'assieds là et j'étais surpris, tout le monde me regardait avec des yeux écarquillés. Après, j'ai dit, mais monsieur le président, les gens me regardent ici, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, mais vous savez, c'est une place, c'est interdit de s'asseoir. J'ai demandé exprès à vous mettre là parce que votre poésie m'impressionne. C'est la chair de Victor Hugo quand il vient manger dans ce restaurant. Donc, un honneur fait à ma modeste personne. Et plus tard, j'ai été admis... Là, vous remontez jusqu'à 1978, voilà, alors que je vous parle de 2014. Non, c'est important pour que vous puissiez comprendre. Parce que si vous vous expliquez, on n'aura jamais l'occasion de... Alors donc, c'est après cela que j'ai été admis en 2012 à l'Académie des sciences, des arts et lettres de Languedoc. On s'aperçoit, après qu'on m'ait reçu, que c'est le premier poète. Donc, les sociétés savantes, beaucoup d'académies, dont l'Académie centrale européenne, des sciences, des arts et des lettres, ont décidé de proposer le nom de Maître Passeret au prix Nobel. Parce qu'il a reçu tous les prix littéraires au sud du Sahara et francophones, en tout cas d'Afrique. Il a toutes les distinctions. Pourquoi ne pas le proposer pour le prix Nobel de littérature? Voilà l'origine. Et donc, les 3 académies, l'Académie centrale européenne des sciences, des arts et des lettres, l'Académie des sciences d'outre-mer, l'Académie des arts, des lettres et des sciences de Languedoc, tous les pays au sud de la Loire, et on a fait la proposition. Il y a eu un colloque en août 2012, et 500 professeurs de lettres, 500 directeurs, présidents de sociétés de gens de lettres, qui ont pris la décision, et le journal en France, le Nouvel Observateur, a dit que probablement Maître Passeret sera le prochain prix littéraire, ou un des prochains
parce que c'est quand même assez compliqué. Maître, vous n'êtes pas un peu déçu parce que vous n'avez pas eu le prix 2014? Non, je ne suis pas déçu, je suis même trop honoré. La raison est simple. Et depuis que ce prix a été institué par Nobel lui-même, en 1901, c'est-à-dire cela fait plus de 200 ans, aucun Africain francophone ne l'a reçu. Toutes disciplines confondues. Chimie, sciences, physique, lettres. Oui, aucun Africain francophone. Alors, on comprend donc la situation. Que les tout premiers, l'un des tout premiers que des institutions internationales décident de proposer, c'est déjà un honneur pour moi. Et donc, je ne suis pas déçu parce que c'est la première fois. Certains sont là, on me l'a dit, depuis 30 ans. Et chaque année, on les présente ou ceux qui les connaissent les représentent. Et moi, c'est ma première année. Il est difficile que je puisse quand même l'avoir. Donc, je ne m'attendais pas à être primé. C'est déjà beaucoup ce qu'on a fait, mais tout le monde dit que Maître Passéré est sur un boulevard. Mais comment vous avez vécu cette expérience-là? Est-ce qu'elle était passionnante? Oui, elle était véritablement passionnante, cette expérience. Pourquoi? Vous voyez, les académies ont dit, Maître Passéré, sachez quelque chose. Et Nobel, dans son testament, a dit que son prix doit aller à une personnalité qui a inventé quelque chose au sens juridique, c'est-à-dire qui a créé du nouveau, qui a fait découvrir quelque chose de nouveau. Maître Passéré, on parle des langages. La parole, langage parlé, l'écriture, etc. Mais vos travaux, par exemple ce dernier ouvrage en 4 tomes, vous parlez des langages concernant les tam-tams, concernant les masques, c'est-à-dire des langages non écrits et non parlés de l'Afrique. On a des gens qui ont fait état des langages, par exemple, des abeilles, des langages, par exemple, de la fumée avec les Indiens. Mais aucun travail n'a été fait. Voici que Maître Passéré révèle un type de langage qu'on ne connaissait pas. Maître Passéré, pour eux, est sur un boulevard parce qu'il innove. Et c'est pour cela que tous ceux qui ont proposé Maître Passéré à ce prix tiennent à ce que je ne me décourage pas et que surtout mon pays, surtout les sociétés, je veux dire les universités, les professeurs, les opérateurs économiques qui peuvent par exemple aider Maître Passéré, à commencer par le gouvernement, à aller par exemple à Oslo, à aller par exemple au Danemark, qui gère les prix et Nobel, que Maître Passéré avec par exemple des tambours, parleurs comme on dit, prononcer une conférence sur le langage des tam-tams et des masques. La presse en parlerait. Et de manière indirecte, des membres du jury diraient « Ah, ben cet homme, il est comme ça ». Nous ne le connaissons pas sous cet angle parce qu'il est venu prononcer déjà des conférences à Oslo, à Amsterdam, etc. Mais nous ne le connaissons que le juriste. On ne savait pas que c'était un homme littéraire. Autrement dit, c'est le concours de tous. Voilà, et ce serait une porte ouverte. Qu'on me connaisse et que je crois que ce pays peut gagner, surtout que beaucoup de personnalités extérieures ont foi en nous et disent que nous sommes sur un boulevard, mais à condition qu'on persévère. Et la date limite de dépôt des prochaines candidatures, eh bien, c'est le 31 janvier. C'est-à-dire que pour chaque année, la date limite de dépôt de proposition de candidature, c'est le 31 janvier. Alors, ce qui fait que tous ceux qui veulent proposer Maître Passéré, eh bien, ils peuvent le faire maintenant jusqu'au 31 janvier. En tout cas, je remercie beaucoup tous ceux qui ont pensé à moi et tous ceux qui vont continuer de lutter pour que le Burkina Faso apporte quand même un membre de ce prix Nobel pour l'Afrique. Merci beaucoup, Maître Titenga Frédéric Passéré. Je sais que vous avez cette flamme, cette passion de parler, de faire découvrir tout ce que vous faites. Nous aurons d'autres occasions pour en parler. Et nous allons vous remercier beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau, nous parler de votre, en tout cas, participation au prix Nobel de littérature 2014 à travers votre œuvre qui est immense. Merci beaucoup, Maître. Je vous remercie beaucoup. Je remercie vraiment toute la télévision nationale, les radios et les hommes de presse qui se sont intéressés à ma plume et qui m'encouragent dans cette autre expérience que je veux tenter pour l'honneur de mon pays.
Voilà la suite du journal. Depuis 50 ans, Jean-Pierre Nanema est dans la couture avec les succès qu'on lui connaît sous la griffe Emana. Après toutes ces années à habiller hommes et femmes, le couturier burkinabé a choisi de consacrer à présent son temps à la formation des jeunes. Gros plan sur la carrière d'Emana avec Bouma Ernest Nebié. Nombre des pionniers de la haute couture au Burkina, Jean-Pierre Nanema, connu sous le nom d'Emana, occupe une place de choix. La soixantaine bien sonnée, l'homme traîne derrière lui un demi-siècle de carrière dans la profession. Moi, j'ai trouvé ce métier de couturier un métier où je pouvais en tout cas faire carrière. Donc ça m'a amené à approcher pas mal de gens pour négocier un apprentissage depuis Yako. Et après Yako, 7 ou 8 ans, on s'est envolé en Côte d'Ivoire. À partir de la Côte d'Ivoire, les ambitions ont continué à mieux se former. Bon, en 1972, je vais en France pour cette formation complémentaire. Avec son diplôme de spécialiste en poche, c'est le début d'une longue et riche carrière aux côtés d'une clientèle variée et de plus en plus exigeante. De 71-72, je suis revenu. 73 j'ai fait une année seulement parce que c'est une formation complémentaire. Ça m'a revenu à Ouagadougou pour essayer de voir si je pouvais m'installer. Mais comme j'avais fait un peu plus à Abidjan, j'ai préféré repartir à Abidjan pour en tout cas me préparer avant de venir. C'est ainsi qu'en 82, de 73 à 82, j'ai déménagé au Burkina ici. Après 2 décennies de pratique, Jean-Pierre Nanema va se lancer dans la formation. Et pour mettre son talent au service des plus jeunes, il crée en 1993 une école de formation professionnelle en couture. Depuis 1993, on a ouvert un centre de formation pour ajouter un peu ce que nous faisons parce qu'il y avait beaucoup de sollicitations des élèves, des gens qui viennent, les parents qui viennent voir, est-ce que je ne peux pas envoyer mon enfant pour apprendre la couture. Donc j'avais commencé la formation à Abidjan, il faut le dire. Et donc, quelques démarches administratives, on a pu avoir quand même une autorisation d'enseigner, de former. Et donc depuis 1993, l'école est à sa 19e promotion. Et chaque année, nous sortons 15, 20 élèves. À travers cette école de formation, le promoteur contribue à sa manière à l'auto-emploi. En cours du jour, tout comme en cours de perfectionnement, toutes les facettes de la couture et de la mode y sont déclinées. Entièrement formée à Emana Confection, Aïcha Traoré ne regrette pas d'avoir choisi d'embrasser la carrière de couturière. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé depuis l'enfance. J'étais plutôt attirée par la mode. Je gagne bien ma vie, j'arrive à me prendre en charge correctement et puis m'occuper correctement de ma famille. Une autre figure marquante issue d'Emana Confection, Salamatou Traoré. Installée à son propre compte, Madame Traoré emploie une dizaine de personnes. Quand tu fais quelque chose, tu arrives. Et en 2e année, ça aussi, c'est là maintenant on a commencé à faire la coupe. Et en 3e année, on a finalisé et ça a été bien. C'était avec les professeurs, ils nous ont bien appris et ça a été vraiment formidable. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que j'arrive à faire des bonnes affaires avec ça. La pratique couplée à la théorie, le tout en 3 années de formation et vous voilà professionnel donc du métier de la coupe couture. La particularité à Emana Confection, personne n'est exclu du système. Cette année, nous avons décidé d'ouvrir une section pour les malentendants et ceux qui n'ont pas été à l'école. Les malentendants veut dire ceux qui ont des difficultés pour communiquer ou bien même sourds. Même sourd, suffit qu'il a ses mains et ses yeux et nous allons le former à devenir couturier. Première école privée de couture au Burkina. Emana Confection, c'est une dizaine de formateurs avec un effectif d'apprenants. Pour Jean-Pierre Nanema, il ne lui reste plus que de produire le maximum d'héritiers dans le domaine de la mode et de la couture au rayonnement international.
Après 2 années d'existence, le syndicat national des travailleurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle estime avoir engrangé de nombreux acquis, même si des défis restent encore à relever. Le premier conseil national du SYNAGFP a passé hier en revue les forces et faiblesses de ces années de lutte. Bouma Ernest Nebié. C'est dans l'optique d'une meilleure organisation des structures que le Bureau national du syndicat national des travailleurs des secteurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle SYNAGFP a fait une halte pour mesurer ses forces et ses faiblesses. Après 2 ans d'activité, le SYNAGFP se félicite des résultats engrangés. Grâce à l'action du syndicat et favoriser l'organisation du concours professionnel pour les cadres de jeunesse de la catégorie A2, un test de reclassement qui leur permet d'accéder à la catégorie A1. Le bureau actuel a quand même pu engranger un certain nombre d'acquis. Voilà, comme vous le constatez, et nous sommes dans la dynamique et je pense que c'est à encourager pour la suite du mandat. Des acquis certes, mais aussi des défis à relever. Vous voyez, nous avons un ministère où nous avons des anciens qui ont une vingtaine d'années de carrière et qui sont toujours bloqués à la catégorie A3. Donc nous pensons qu'il faudrait quand même plus de justice à leur endroit en leur permettant et en favorisant la reconstitution de leur carrière qui leur permettra quand même d'aller à la retraite en accédant à la catégorie A1. Rôle et place du SYNAGFP dans la mobilisation et la cohésion des travailleurs au département de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est sous ce thème que s'est tenu ce premier conseil syndical du SYNAGFP et rendez-vous est pris pour 2015 pour le premier congrès ordinaire. La bonne gouvernance en milieu scolaire, axe de formation initié par le ministère des enseignements secondaires et supérieurs à Bobo Dioulasso. Les principaux concernés étaient les proviseurs, directeurs et intendants. Pendant 2 jours, les participants avaient l'occasion d'échanger autour de la bonne gestion de leurs lycées et collèges. Karim Sissé, reportage. Au Burkina Faso, une analyse révèle que certaines crises en milieu scolaire sont dues à la mauvaise gestion administrative, financière et pédagogique des premiers acteurs des établissements d'enseignement secondaire. Pour mettre un terme à cette situation qui perturbe le bon fonctionnement des établissements, le ministère en charge des enseignements secondaires et supérieurs a décidé d'outiller les proviseurs, les directeurs ainsi que les intendants régionaux sur la bonne gouvernance en milieu scolaire. La bonne gouvernance, c'est déjà la bonne manière de gérer l'établissement, donc un bon management. C'est aussi une technique appropriée de gestion du personnel et même de communication avec le personnel. C'est aussi et surtout la bonne gestion financière parce que les établissements d'enseignement public reçoivent aussi des crédits publics. Et les crédits publics répondent à des critères, des pratiques en tout cas de bonne gestion. Pendant 48 heures, les participants venus des régions du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun, du sud-ouest, des cascades et des hauts bassins vont se familiariser avec les rudiments nécessaires à une gestion saine des établissements dont ils ont la charge. Il était important qu'on ait des tribunes par lesquelles, dans le cadre de la formation continue, on leur donne des exposés clairs pour leur permettre de savoir ce que c'est qu'un détournement d'argent, ce que c'est que l'argent de l'autre qu'il faut respecter, ce que c'est qu'une bonne réunion à tenir et ce que c'est que le respect aussi de l'autre, même s'il n'est pas proviseur, afin que finalement toutes ces communications se fassent au mieux. Avec cette formation, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs espère que cette année scolaire qui vient de démarrer se déroulera sous de bons auspices. L'école primaire des Échos dans la commune rurale de Mané, dans le centre Matenga, a célébré hier ses 50 ans d'existence. En un demi-siècle, cette école a accueilli plus de 2600 élèves, dont la plupart lui doivent aujourd'hui une fière chandelle. Le jubilé d'or a été célébré autour du thème « Contribution de l'orpaillage au développement de l'éducation de nos enfants ». Reportage Adama Koulibaly. Anciens maîtres, anciens élèves, mais aussi la génération actuelle composée de ces chérubins étaient tous là pour ce jubilé d'or de l'école de Zenko dans la commune rurale de Mané, à une trentaine de kilomètres de Kaya. Ouverte le 1er octobre 1964 avec 3 classes dont une fonctionnelle,
L'école de Zenko a connu près de 80 enseignants venus dispenser le savoir. Je suis arrivé ici le 15 septembre 1972. J'étais entouré d'enseignants nouveaux qui étaient venus. Avec eux et en collaboration avec les parents d'élèves qui étaient tous adhérents, unanimes à reconnaître la valeur de l'école. Nous n'avons pas eu de problème, comme je le disais aussi. Les élèves se sont adhérés, ils ont voulu s'instruire, ils le furent. Plus de 2600 élèves, dont environ 1450 filles, ont foulé les bancs de cette école, dont certains pourraient être des modèles pour les élèves actuels. Le souvenir que moi j'ai, c'est beaucoup de gens. J'avais toujours plaisir à venir à l'école. C'est aussi des moments très peu en rapport avec l'école. Les scènes de lutte sur la colline, le soir quand on rentrait, c'est des choses comme ça que je retiens plus. Comme en groupe, on apprend à compter 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, où on est en train de rentrer. Au lance-pierre, on a tué des pintades qu'on se camoufle pour griller, manger. La région du Centre-Nord connaît le fléau de la perdition scolaire suite à l'orpaillage, d'où la pertinence du thème de ces 50 ans, contribution de l'orpaillage au développement de l'éducation de nos enfants, selon le ministre en charge de l'éducation nationale, elle-même ancienne élève de cette école. Je pense qu'il faut absolument que nous puissions plutôt inverser la tendance en considérant cet orpaillage, donc cette exploitation artisanale de l'or, comme plutôt un potentiel de développement de ce village et bien sûr de cette commune et au-delà de la région du Centre-Nord. Les lauréats des compétitions de football et de courses cyclistes féminines ont été récompensés. L'actuel directeur a émis des doléances quant à la construction de latrines et surtout d'une clôture pour mieux protéger les élèves. Mais d'ores et déjà, la première pierre d'une bibliothèque a été posée et les PTF, par la voix de leur porte-parole, le représentant de l'UNICEF, ont promis apporter leur soutien à l'école de Zenko. Venons-en maintenant à ce coup de pouce en faveur des activités économiques des femmes de Begdo dans le Boulougou. Il prend corps à partir d'hier avec la signature d'un protocole d'accord de partenariat entre la commune de Begdo et Qatar Charity. Un partenariat qui permettra de renforcer les activités génératrices de revenus des femmes de la localité afin qu'elles puissent lutter contre la pauvreté. Bouma Ernest Nebié. Les activités économiques des femmes de la commune de Begdo dans le centre-est sont désormais renforcées à travers cette signature de protocole d'accord. Par cette signature et d'échange de parapheurs, l'ONG Qatar Charity s'engage à accroître les activités génératrices de revenus des femmes. Pour y arriver, 15 machines à coudre, 15 vaches laitières, 2 moulins à grains sont remis séance tenante aux bénéficiaires. Nous avons fait un travail de diagnostic avec la commune de Begdo et avec les différents groupements qui existent. De ce diagnostic, il s'avère qu'effectivement, il y a des insuffisances dans la commune de Begdo et les femmes en souffrent doublement. Si vous voyez les différents AGR que nous avons octroyés ce matin, les femmes sont les plus grands bénéficiaires. Nous avons signé ce partenariat parce que nous connaissons les difficultés que nous avons au sein de la population. Et avec Qatar Charité, ce partenariat va booster en tout cas le développement de la commune, lutter contre la pauvreté. C'est un début de partenariat entre la commune de Begdo et Qatar Charity pour un développement de la localité. Un partenariat qui repose essentiellement sur le collectif, la synergie d'action afin d'attirer d'autres acteurs au développement. C'est une cohérence entre le donateur et les bénéficiaires pour qu'on puisse avoir une continuité d'avoir de financement venant des gens qui ont donc de bonne foi pour assister les autres. D'abord, l'esprit de la Convention qui ne se limite pas simplement à donner du matériel aux populations, mais qui les contraint, qui les engage à contribuer à ce que Qatar Charity leur donne. Ce partenariat est également salué par les bénéficiaires directs qui ont loué les efforts de Qatar Charity dans leur commune. L'ONG s'engage également à réaliser 4 forages dont le coup d'envoi a été donné au cours de cette cérémonie. La nuit des tradipraticiens a sonné la mobilisation contre l'épidémie à virus Ebola. À cette occasion, les acteurs de la médecine traditionnelle ont été décorés, une opportunité pour plus d'engagement, mais ces spécialistes souhaitent davantage avoir l'accompagnement du ministère de la Santé dans leur mission quotidienne. Karim Patrick Namwano.
Là où les mots n'ont pas suffi, les gestes et la musique viennent en renfort. Le combat est inédit. L'ennemi, Ebola, les fantassins, les tradis praticiens, mais les rapports de force sont déséquilibrés. Fuir, non. Sensibiliser, oui. À l'étape actuelle, n'ayant pas de recul dans la prise en charge des malades à virus Ebola, il était tout à fait indiqué qu'ils puissent orienter, d'abord qu'ils puissent prendre des dispositions en termes de prévention, mais qu'ils puissent orienter tous les malades présentant des symptômes de la maladie à virus vers les centres de santé où il y a une meilleure prise en charge, où il y a de meilleures connaissances de la lutte contre les symptômes qui sont là. Face à d'autres pathologies, les tradis praticiens ne reculent pas. Pour des victoires plus grandes, un soutien est nécessaire. Nous avons ensemble souhaité, surtout le centre, la réalisation du centre de médecine traditionnelle et de soins intégrés de Ouagadougou. Et nous avons aussi sollicité un fonds d'appui. Le fonds d'appui servira en tout cas à financer les activités de médecine traditionnelle, à savoir que les tradis praticiens pourront emprunter un peu d'argent et le rembourser, bien sûr, pour réaliser leur projet. Pour la promotion de la médecine traditionnelle, ils y ont consacré leurs connaissances. Communicateurs, tradis praticiens et agents de santé. Ce soir, leur mérite est reconnu. Je ne m'y attendais pas, mais je pense que c'est la bienvenue et cette décoration pourra me galvaniser, me faire redoubler d'efforts pour aller de l'avant. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont pensé à moi pour me proposer à cette distinction. Soigner et guérir les malades d'Ebola, ils y auraient tous souhaité. Mais hélas, prévenir par la sensibilisation, ils s'y engagent tous à leur corps défendant. Des artistes musiciens burkinabés apportent leur contribution à la lutte contre Ebola pour attirer l'attention des populations sur le danger de l'épidémie à virus Ebola. Un collectif dénommé Collectif Non à Ebola a été créé. Le collectif composé de 3 musiciens a présenté hier un single éponyme, Sie Sylvestre. Ils sont jeunes, ils s'appellent Mathias Mon Client, Stéphane Kelly, Zaparo de Père. Non à l'Ebola, c'est la dénomination de leur single qu'ils viennent de mettre à la disposition des Burkinabés et des acteurs de la santé. Un single par lequel ces 3 artistes veulent apporter leur contribution à la lutte contre la fièvre à virus Ebola qui fait des ravages dans la sous-région. C'est une idée qui est née d'un membre de ce collectif, dont les 3 artistes Zaparo, De Paix et Stéphane Kelly et Mathias Mon Client, qui d'ailleurs ce dernier a eu l'idée, et après avoir vu ce que Ebola est en train de faire en Afrique de l'Ouest plus particulièrement, a décidé quand même de mettre son inspiration sur bande sonore avec l'appui de ses collègues artistes. Chanté en français, Moré et Djoula dans un rythme coupé décalé, le trio appelle la communauté internationale à plus de mobilisation contre la maladie Ebola. Ces jeunes artistes invitent par ailleurs les Burkinabés à observer des mesures d'hygiène, un moyen aussi efficace pour barrer la route à cette terrible maladie. Juste après avoir suivi le journal après de la RTB et puis d'une chaîne étrangère où voilà, on parlait que de l'Ebola. Et je me suis dit il serait mieux pour nous de commencer à sensibiliser notre population parce que on a un adage qui dit la plupart du temps mieux vaut prévenir que guérir. Le single n'est pas à vendre selon ses producteurs. Il est disponible à Kingway Productions. Le trio compte entamer les jours à venir une tournée de prestations dans les maquis et bars et tous les lieux publics pour sensibiliser sur la maladie. Allons maintenant sur le terrain pour les éliminatoires de la CAN 2015. Les Étalons ont été battus hier à Libreville par les Panthères du Gabon, 2-0. Depuis le début de ces éliminatoires, c'est la première fois que l'équipe nationale courbe l'échine. Une défaite qui relègue du coup le Burkina à la 2e place du groupe C. Lassina Savadogo. Dans ces éliminatoires, face à l'Angola et aujourd'hui face au Burkina Faso. 2 buts de Pierre-Emerick Aubameyang et le Gabon met fin à une série d'invincibilité des Étalons. Le premier but est une punition suite à une mauvaise relance de la défense burkinabé. Le Gabon qui était dans le dur ne va pas se rater et ouvrir le score par son meilleur joueur à la 68e minute. Un coup dur dont ne se remettra pas la défense puisque quelques minutes seulement après, Narcisse Bambara est pris de vitesse par son vis-à-vis qui sert un caviar à l'attaquant de Borussia Dortmund pour son doublé. En moins de 2 minutes, les Étalons ont craqué par 2 fois.
Des étalons qui pourtant ont tenu le choc en début de match et qui ont même ouvert le score à la 12e minute. Un but largement valable que refuse pourtant le deuxième assistant du match. Un but sans doute qui aurait pu changer la physionomie de la partie. Encore que je mets beaucoup de réserves sur cette position d'hors-jeu. On a vu Moussa King en couverture. Voilà. A noter aussi la tête de Aristide Bansé sur le poteau. Et cette occasion de la 59e minute de Charles Caboret. Le capitaine des étalons lève trop son ballon dans son face-à-face face à Didier Ovono. Le Burkina, aussi sauvé par Moussa Germain Sanou sur certaines actions chaudes. Les étalons sont désormais deuxième du groupe C avec 6 points et auront l'occasion mercredi prochain de se rattraper ici dans l'angle du stade du 4 août face à ces mêmes Gabonais. Cette édition s'achève ainsi en même temps qu'une semaine de présentation. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont épaulé et à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention.